là que je dis pas nécessairement d'extrême droite, et puis d'un coup, hop, Éric Zemmour va être cité, ou on va entre-temps, à un moment, appeler à voter pour Marine Le Pen. Selon vous, où est-ce que l'extrême droite... Le lifestyle des influenceurs d'extrême droite, où ils trouvent l'argent, bah, leurs partenariats tout simplement, ou bien ils vendent des livres. S'ils sont malins comme Papacito et ils vendent des livres, je dis Papacito, c'est pas un raciste, mais bon, il a clairement appelé l'extrême droite. Il y a d'autres gens, comme Raptor, qui eux, ont toujours dit qu'ils n'étaient pas l'extrême droite, mais les gens les affilient quand même à l'extrême droite, ont des business comme des programmes de muscu. Sinon, ouais, t'as des Julien Rochdy, hein, des racialistes assumés, qui eux vendent des livres, ou t'as des Conversano, qui vivent du RSA, et de la monétisation YouTube, ou bien de ces plans des fois de formation, des trucs comme ça. Donc oui, ils se professionnalisent un minimum parce qu'ils savent qu'ils vont être boycottés, donc ils se professionnalisent un minimum pour pouvoir gagner leur train de vie. D'ailleurs, il y a même des fois des embrouilles à cause de questions de partenariat. Et ils sont souvent chez les partenaires tout le temps les mêmes. Hein. Il y a Terre de France, il y a, comment il s'appelle, le truc de combat Kalos, tout comme ça que ça sert. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre. droite attire le plus de nouveaux partisans? Est-ce que c'est à la télévision? Est-ce que c'est dans les débats, pendant les élections? Eh bien, sachez qu'il y a un lieu où l'extrême droite navigue très très bien, c'est sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, les politiques, ils savent très bien manier l'humour, la pop culture, ils savent montrer leur lifestyle, tout ça pour former une forme de soft power réactionnaire très bien. Conversano, les vidéos racistes, c'est de la RSA, c'est une dinguerie. Une dinguerie, Conversano. Alors pour comprendre les mécanismes de l'extrême droite en ligne, eh bien on vous propose de discuter avec Salomé Saké. Salut Salomé. Salut. Salomé, tu es journaliste, tu es aussi autrice de ce livre Résister aux éditions Payot, où tu nous aides à comprendre les rouages de l'extrême droite. Et juste à côté de toi, on a Pierre Plotu et Maxime Massé. Salut Pierre. Bah, souvent, hein, le marketing d'extrême droite, c'est un truc qui est souvent... ça fait vivre la France, c'est fait par des Français pour vivre la France, nanana. Et il y a un peu un patriotisme surjoué qui fait que les gens ils vont consommer, même s'ils vont pas à un truc, ils vont dire ouais, ça aide le petit campagnard, ça aide le petit nanani. Sauf que c'est le petit campagnard qui paye pour un mec qui n'est pas campagnard, qui est un mec des villes, qui a envie de devenir un bobo méprisant. Il donne au mec qui, justement, a tout sauf envie de lui ressembler. C'est malheureusement ça. Ah, c'est pas un... C'est un débat, je pensais que c'était un documentaire. Et vous, vous êtes journaliste à Libération, spécialiste de la thématique de l'extrême droite, et vous êtes aussi auteur de ce livre Pop Fascisme aux éditions Divergence, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, autant dire qu'on est dans le thème. Ma première question, elle est pour vous tous. Selon vous, c'est quoi, en quelques mots, la plus grosse victoire de l'extrême droite dans cette bataille culturelle? Bah, je vais faire la réponse facile, mais qui est quand même la plus évidente, c'est d'être... Je vous fais une toute petite pause si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération, on publie des entretiens comme ça toutes les semaines. Commentez, likez, dites-nous ce que... C'est qui c'est la journaliste en question? La journaliste Salomé ferme son compte X aux 210 000 abonnés. Et alors? Comme ça, au moins, ces nouvelles, on sera plus au courant de ces nouvelles, tant mieux. Vous en pensez, et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais faire la réponse facile, mais qui est quand même la plus évidente, c'est de s'être accaparé un réseau social entier qui n'était pas d'extrême droite à la base, qui est Twitter devenu X, qui a été racheté par Elon Musk, qui est donc un fervent soutien de Donald Trump. Je suis... Twitter n'était pas d'extrême droite à la pas tort. Twitter, à l'époque, c'était... D'ailleurs, c'était même pas tant politisé que ça. C'était pas tant politique que ça. C'est quand les hommes politiques ont commencé à tweeter que c'est devenu très politique. Quand les journalistes, les hommes politiques ont commencé à relayer des infos, là-dessus que là, ça s'est politisé. À la base, c'était des petits cons, on faisait des blagues, on faisait les cons. À la base, sur Twitter, on racontait des anecdotes, on faisait des trucs un peu borderline. Quand je dis on, pas moi, des fois, oui, il y avait des blagues racistes, hein, il y en avait déjà à l'époque. Hein. À l'époque, ça se lâchait, c'est de l'humour noir. Aujourd'hui, c'est devenu des blagues racistes. Ça se lâchait déjà à l'époque. Ensuite, il y a eu tout un mouvement de gauche woke, faut le dire, qui s'est installé. Les années 2016, où les gens ont commencé à attraper l'école des gens en disant comment vous avez pu dire ça, c'est devenu très gauche. C'est assumé ça. Hein. Il y a des reportages où les anciens modos, ils disent « Ouais non, on était très, très gauchos, c'était le moindre dérapage, en tant que modérateur, on allait, on fermait, tout ce qui était appel à la haine, tout ce qui était information pas sûre. » Donc il y avait une censure de ouf. Elon Musk est arrivé, il a racheté, et effectivement, aujourd'hui, il y a une certaine liberté, mais des deux côtés. C'est-à-dire, c'est pas anti-woke. C'est... Parce qu'à l'époque, c'était anti-extrême droite, entre guillemets, on va dire. C'était anti-pensée pas conventionnelle. Là, c'est... Toutes les vannes sont vertes. Du coup, tu as des super racistes comme tu as des super woke. Sauf que les super woke, ils sont énervés de dire « Ouais, mais avant, il y avait que nous, maintenant, il y a aussi des super racistes, ça fait chier. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, Elon Musk, il a fait, c'est pas ouvrir un truc pour tout le monde. Il a juste dit, avant, c'était que les woke, maintenant, c'est tout le monde. Après, personnellement, je préfère les woke aux racistes. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, il y a toujours eu des racistes, bien évidemment. Mais c'est un peu ça, la diff. Je suis convaincu que la manière dont cet espace a été manipulé, notamment pendant les élections aux États-Unis, a vraiment participé à la victoire, évidemment, de l'extrême droite, mais surtout de ces idées d'extrême droite qui ont triomphé aux États-Unis et qui sont en train de triompher en France de manière pas forcément évidente. Et aujourd'hui, c'est compliqué de voir autre chose que des... Attends, est-ce que Mister NV, renouvellement auto du premium annulé et appli d'iPhone désinstallé. Je posterai ici une solution pour me permettre de poster partout dans la promo.
Ce réseau est devenu une déchetterie à ciel ouvert. Les attaques anonymes constantes sur l'algo poussent le narratif de l'auto-ordure. C'est tapé Adieu Twitter. On a bien rigolé. De chasse, le ciel est bleu d'ailleurs. Donc il a quitté ou pas? Adieu Twitter, on a bien rigolé. Tous X, c'est là. Le ciel est bleu ailleurs. Je suis deg. Il est encore là, là. Pourquoi vous me dites qu'il arrête? Ils vont pas quitter parce que Twitter, c'est la plaque tournante. C'est là où il y a tout le monde. C'est là quand tu veux donner un avis, tu veux voir ce que les gens en pensent. Ils arrêteront jamais. Donc ils font ce genre de truc. Mais demain, il aura un truc à promouvoir. Il dit, ah, merde, vas-y, je vais faire un tweet. Donc c'est de l'hypocrisie. Hein. C'est purement hypocrite. Hein. C'est purement... Oh non, aujourd'hui, Twitter, c'est très violent. C'est vrai qu'aujourd'hui... En fait, quand tu as connu la période woke, ça fait bizarre. Tu dis, ouais, à l'époque, c'était woke. Maintenant, c'est super truc... Tu vois, c'est normal. Ça leur fait bizarre. Ils ont connu que cette période woke. Donc, ça leur fait tout bizarre. Nous, on a connu l'avant. Des thématiques en fait de l'extrême droite quand on allume ce réseau social. Alors de plus en plus il y a des personnes qui appellent à le quitter, il y a des mouvements de boycott, mais c'est vraiment fou de s'être emparé d'un réseau social où il y a littéralement des centaines de millions de personnes. Et ça c'est une victoire culturelle absolument majeure. Pour vous, Pierre-Maxime? Moi je vais continuer un petit peu sur l'idée de la langue, parce que Twitter c'est aussi un outil où on utilise la langue. C'est pour moi une des grandes forces de l'extrême droite, ça a été d'être capable d'opérer un renversement sémantique. L'extrême droite française c'est l'héritière de la collaboration et de Vichy, et désormais grâce à un travail de fond qu'ils ont fait, ils se vivent et ils arrivent à imprimer l'idée que ce sont eux les résistants à la théorie fausse et raciste du grand remplacement, et que les gens qui sont progressistes, qui portent des valeurs de gauche sont les collabos. Et ça, ce renversement sémantique, c'est une grande victoire de l'extrême droite. Et là, factuellement, dire que le grand remplacement, c'est faux, c'est mentir. Le grand remplacement est réel. Mais je vois pas le mal. L'histoire du monde entier est un grand remplacement. L'histoire du monde entier, c'est un grand remplacement, un mélange de culture, etc. Au lieu d'être dans le déni, dire c'est faux, c'est une théorie, dire oui, c'est vrai. Et c'est comme ça, c'est la vie. Oui, un grand remplacement, un grand métissage, ça revient à la même chose. Non, mais il faut le dire, il faut arrêter cette hypocrisie de « non, ça n'existe pas ». Ouais, ça existe, et alors? C'est pas grave, c'est la vie. On en a tous ri, on a tous vu ce passage du plateau de CNews, de l'émission de Christine Kelly. Statistiquement, il n'est pas réel, statistiquement, peut-être il n'est pas réel, mais temporellement, oui. Tu regardes la France d'aujourd'hui, la France de 50 ans, la France il y a 60 ans, ça n'a rien à voir. Mais évidemment que les élites sont remplacées par de nouvelles personnes, même s'ils ont tous la même couleur, qui ont de nouvelles idéologies, que les populations aussi sont plus les mêmes, ça commence à se métisser, il y a de plus d'immigrés, bien évidemment, mais c'est pas pour ça que c'est mal. Ils ont diffusé le chant des partisans en se présentant comme... Tant que c'est pas fait à la manière dont ils ont fait en Amérique du Sud, enfin en Amérique tout court, il faut pas le problème. Résistance, et effectivement sur le moment on peut trouver ça drôle, mais en fait c'est suffisamment grave pour être noté, parce que on s'approprie, l'extrême droite s'approprie une part des gens qui ont combattu contre elle. Et l'un comme l'autre de ces deux outils rejoignent aussi. Le délire c'est l'extrême droite qui a collaboré et la gauche n'a pas collaboré. Bon, ça je souffle un peu. Hein. Je dis pas que l'extrême droite n'a pas collaboré, mais le délire, il y avait que la minorité de l'extrême droite de l'époque, sachant que l'extrême droite des années 40, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche. L'extrême droite des années 40, c'est certainement la gauche, l'équivalent de la gauche d'aujourd'hui, donc il faut arrêter les conneries de minutes, mais bref, je souffle. Hein. Je souffle énormément. Il n'y avait pas que l'extrême droite, faut arrêter, ils ont beau dos de dire c'est l'extrême droite, voilà. Si autre chose, c'est que l'extrême droite aujourd'hui est capable d'imposer ses thèmes. On parle d'immigration, on parle d'insécurité, on parle de tout un tas de questions de société, déjà en soi, parce que l'extrême droite a réussi à les imposer à travers... on ne sait même pas si à cette époque-là, il y avait un concept même d'extrême droite. À travers ce renversement sémantique, mais aussi on en parle à la manière de l'extrême droite. On en parle, par exemple, l'insécurité et l'immigration se rejoignent, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, en 2021, Génération Identitaire est dissous par Gérald Darmanin, qui n'est pas tout à fait le gauchiste de la bande, est dissous notamment parce que le décret de dissolution précise que la propagande de Génération Identitaire fait un rapprochement, considéré comme contrevenant à la loi, entre immigration et insécurité. Cette question de Twitter, elle est vraiment très importante. Nous, on l'a vu en tant que journaliste, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui ne sont pas sur Twitter. En France, c'est pas du tout la majorité de la population qui était sur Twitter avant même le rachat et tout ça. Mais c'est fondamental parce que c'est l'endroit où les politiques, les journalistes, les personnes qui aussi fabriquent l'information, fabriquent le débat public sont. Et c'est là où elles puisent leur information depuis déjà très longtemps. Les journalistes, pour beaucoup, sont littéralement perfusés à X aujourd'hui et ça continue. Et donc le fait d'avoir réussi à imposer les thématiques, le vocabulaire, a eu beaucoup d'incidence sur tout le reste du paysage médiatique sur ce réseau-là. C'est pour ça que pour moi, ça reste quand même la plus grosse victoire de l'extrême droite. On a vu de très très nombreuses polémiques ces dernières années émerger sur ce réseau-là en particulier, qui a été aussi structuré pour faire émerger la confrontation, pour réussir à avoir beaucoup d'agressivité en fait, plus que sur d'autres réseaux. Ça a été complètement accaparé par l'extrême droite. En fait, on s'en bat les couilles de l'agressivité, de oui, nanani, l'extrême droite. Est-ce que les infos données sont réelles ou pas? Moi, il y a un truc qu'on peut pas enlever Elon Musk, c'est les notes. Les notes, c'est des trucs qui sont généralement sourcés. Tu peux cliquer dans la ligne et qui te disent si un tweet dit de la merde ou pas. À la fonction note, on peut pas enlever ça à Elon Musk. À l'époque, on nous sortait n'importe quelle connerie, il fallait avaler et fermer ta gueule. Je rappelle qu'à la période de Covid,
Il y avait que des conneries. Et le mec qui osait dire, quand même, le vaccin, est-ce qu'on est vraiment obligé? Il se faisait ban X direct. C'était une putain de propagande. Et les journalistes sont tous applaudis. Là, il fallait penser que ça et puis c'est tout. Donc, faut arrêter aussi cette hypocrisie. Voilà, faut arrêter. Droite, et on s'est retrouvé de cette manière avec des journalistes qui, je crois, ont été influencés par tous ces mouvements qui avaient d'extrême droite sur la plateforme et qui aujourd'hui continuent malgré tout à avoir beaucoup d'influence, parce que peut-être qu'à Libération ou à Blast, déjà moi ce sont deux médias qui sont toujours sur ce réseau-là. C'est des endroits où peut-être on se pose la question de ce qu'on va faire avec ce réseau, mais c'est pas du tout le cas dans la majorité des médias. En France, il y a à ma connaissance que Quotidien, vraiment en termes de gros médias, qui en est parti il y a déjà plus d'1 an, et ça continue à avoir de l'influence. Et moi je l'ai constaté même sur ma carrière personnelle, et c'est là où je me suis dit il y a vraiment un pouvoir. C'est que là on a parlé des thèmes, on a parlé de la sémantique, mais il y a aussi des campagnes de dénigrement, de harcèlement qui sont lancées en particulier sur ce réseau, avec beaucoup de bots notamment. Et on voit qu'on peut lancer des rumeurs sur quelqu'un. On peut modifier par là vraiment son image publique. Et moi, ça a été fait à plusieurs... Là, très clairement, là, ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est ça. C'est ça, c'est... Elon Musk friendly with ami avec Donald Trump est un dangereux pour la démocratie. Là, ce qu'il nous faut, les médias, c'est ça, tu vois. Ouais, moi, je suis pas pro Elon Musk, j'en ai rien à foutre qu'il aille se faire enculer, lui. Et je suis non pas pro Trump. Mais moi, je suis pro-vérité. Je suis pro-vérité. Et mon côté pro-vérité, il me dit la Zumba journalistique, ça va 2 minutes. Ils sont énervés que leur discours ambiant ne touche plus autant la masse ou de se faire contredire par des randoms d'extrême droite, ils ont le seum. Donc moi, quelque part, j'ai les yeux secs face à ces journalistes qui eux-mêmes, quand ils avaient le pouvoir, ne s'en sont jamais plaints, qu'il n'y avait que leur son de cloche qui tournait partout et que les autres, c'était des merdes. De toute façon, c'est eux qui avaient le pouvoir. Donc là, ils sentent que le vent, il tourne. Ils ont le démon. Bon, moi, j'ai un peu le démon parce que les racistes, ils en profitent aussi. Mais quelque part, j'ai envie de dire, les racistes, nous, on les connaît, on les combat depuis longtemps. Vous êtes face à vos frères qui vous ramènent une contradiction violente parfois. Vous avez le démon bien fait pour vous. Plusieurs reprises en ce qui me concerne, notamment quand je parlais de l'extrême droite, en me prêtant un passé que je n'avais jamais eu, des intentions que je n'avais jamais eues, mais de manière tellement massive qu'après, dans les discussions entre journalistes, on me disait du coup, toi, tu as été militante anti-nucléaire pendant des années, et ce qui n'était pas du tout le cas. Et en ça, ils ont vraiment un pouvoir, je pense, qu'on a complètement sous-estimé. Pour reprendre un peu notre thématique, moi je voudrais qu'on refasse un bond dans le passé. À quel moment est-ce que l'extrême droite commence à s'emparer d'Internet, des forums, des sites, etc. Comment est-ce que ça se passe, Pierre-Maxime? Ils l'ont eu depuis JVC, depuis l'époque des JVC, depuis les débuts d'Internet. Hein. Après, on va voir s'ils connaissent le délire. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est que l'extrême droite comprend très rapidement qu'elle doit investir Internet parce que c'est un espace de désintermédiation. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de filtre entre l'émetteur et le récepteur. Donc, on peut lui faire avaler n'importe quoi. À titre d'exemple, le premier parti politique de France à avoir un site Internet, c'est le Front National, qui lance son site Internet au début des années 2000. Et même avant ça, pour les moins jeunes d'entre nous qui nous écoutent, le Front National avait un service sur le Minitel. Alors que Et même un service Audiotel à l'époque. Voilà. Donc, ils ont investi très rapidement les nouvelles technologies, ce qui nous paraît un peu dépassé maintenant, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre journalistique, il n'y a pas de débunkage de ce que raconte l'extrême droite. Et rapidement, ils vont... Il n'y a pas de parti pris idéologique. Soyez honnêtes, il n'y a pas de parti pris idéologique. Ces terrains-là, et notamment les terrains où il va y avoir du partage de contenu. Facebook, très rapidement, est farci de comptes d'extrême droite, de gens qui vont, sous par exemple les articles des grands médias, mettre des commentaires à portée raciste ou dénigrant envers les journalistes. Et puis après, ils vont aussi se lancer sur les autres plateformes, et en particulier YouTube. Et là, on se rend compte qu'il y a 2 personnes... Oui, il a sauté des passerelles, parce qu'il y en a toujours eu des gros racistes. Sur Internet, rappelez-vous, quand on était petits, on jouait à la Play... t'avais l'erreur d'avoir le N-word dans ton truc. Les racistes ont toujours été là, ils sont là parmi nous, dans les campagnes, ils ont toujours été là. Juste que sur les réseaux, ils ont cet anonymat qui fait qu'ils se permettent. Bon, là, elle parle plus de l'extrême droite que des racistes. Qui vont vraiment influencer en France la mouvance pour les emmener sur YouTube, c'est Alain Soral et Dieudonné, qui en fait, après leur position gravement antisémite, qui vont tenir dans les médias, vont être... Alain Soral et Dieudonné, là, il parle de l'antisémitisme. Parce que dire que Dieudonné ou Alain Soral ont fait la... Ah si, quoique Dieudonné, je crois, à un moment, il a appelé à voter Marine Le Pen. Si quelque part, il n'a pas tort. C'est vrai que Dieudonné aussi, il a appelé à appeler Marine Le Pen. Vont ne plus être invités, à part sur des émissions très très rares comme celles qui sont en fait, c'est vrai. C'est vrai, non. Alain Soral et Dieudonné aussi, ils ont donné beaucoup d'écho au réseau et au truc. Ça, c'est vrai. Maintenant, ça me revient. Ils mettaient beaucoup en avant le Front National comme disant « c'est le moins pire. C'est le moins pire de tous ». Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, après, ils ont tous retourné leur veste au Front National ou les influenceurs en disant « Alain Soral, non, trop antisémite, on veut pas ». Bon, c'était prévisible. Par Tadei ou Thierry Ardisson. Et donc, du coup, ils vont avoir besoin de continuer à parler à leur public. Donc, ils vont aller sur une plateforme où, en fait, il ne va pas y avoir de médiation et où ils vont avoir la possibilité de dire à peu près ce qu'ils veulent. Ça va être YouTube. Moi, j'avais aussi lu qu'il y avait des premiers blogs, des premiers sites où ils se montaient des choses comme ça. Est-ce que vous en avez noté ?
Oui, bah, par exemple, F de souche, c'est un des tout premiers à être lancé par Pierre Sautarel, qui à l'époque, par exemple, est quelqu'un qui est très proche du Front National. C'est lui qui design, enfin qui monte le premier site internet de la Fédération Île-de-France, je crois, du Front National à l'époque encore. Voilà, il y a déjà une interconnexion très grande entre la sphère, la fachosphère, ce qui sera dénommé plus tard la fachosphère grâce au livre de Dominique Albertini et David Doucet. Merci, j'ai plus le prénom, pardon. En fait, la question, c'est ce qu'a dit Maxime. L'objectif, c'est de sauter le verrou du journaliste pour aller s'adresser directement au lecteur. Au lecteur, dans le cadre de blog, une fois, on s'est amusé, entre guillemets, à compter avec Maxime. On a mélangé, on est au moment de la période de la pandémie de Covid-19, donc on s'intéresse plutôt à la désinformation en général, et donc il va y avoir à la fois du complotisme, à la fois de l'extrême droite, à la fois un certain nombre de choses sur lesquelles on veille, sphère dont on voit aujourd'hui qu'elle se chevauche quand même assez largement, voire très très largement. On s'arrête à compter à 1000 sites. 1000 sites pour lesquels on est allé chercher l'audience, et de tête, je crois que c'est plus de 60 millions de visites par mois sur ces 1000 sites. Avec un top 10 qui dépasse les... Alors en fait, c'est 150 millions en tout et 60 millions pour le top 10. Pour le top 10, merci. Alors ça représente, en fait, pour avoir une idée, à l'époque, donc on est en 2022 quand on fait ce calcul, ça représente l'audience cumulée du journal de l'hebdomadaire l'Obs, de Europe 1 qui n'est pas encore devenu Bollorésé, et de Libé. Europe 1 pas encore Bollorésé, hein. Ça commence à s'en sortir. Vous étiez quoi avant quand vous n'étiez pas Bollorésé? Beaucoup, toi, Salomé, est-ce que tu en as noté d'autres, des canaux comme ça où l'extrême droite peut s'exprimer plus ou moins comme ils veulent? Mais aujourd'hui, il y a quasiment tous les canaux où ils peuvent s'exprimer comme ils veulent. Je pense qu'il y a quand même une certaine modération qui a été faite sur Instagram et sur YouTube, où d'ailleurs il y a plusieurs chaînes qui ont sauté, notamment après des appels à la haine. C'est fait au cas par cas, c'est assez opaque finalement, c'est pas exactement comment ça se déroule, pourquoi il y a des comptes qui sautent, pourquoi il y en a qui sautent pas. Mais globalement, il y a quand même une certaine liberté aujourd'hui de pouvoir exprimer des idées d'extrême droite. Et peut-être faut-il rappeler ce qu'on entend par idée d'extrême droite. Et c'est là où Oui, c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que tu appelles idée d'extrême droite? je pense que c'est particulièrement pernicieux. L'idée d'extrême droite, c'est pas interdit d'avoir des idées d'extrême droite. Ce qui est interdit, c'est d'avoir des idées répréhensibles par la loi. Sinon, avoir une idée d'extrême droite, je vois pas le problème en France. Dans ce cas-là, il faut voter pour une loi contre les idées d'extrême droite. Moi, je dis pas non, hein. Mais dans ce cas-là, aller au bout du projet et demander une loi. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, sur des sites comme F de souche, qui ont un énorme pouvoir de nuisance, c'est très clair que c'est des sites d'extrême droite, c'est très clair qu'on est là pour défendre des idées qui sont des idées haineuses, hein, je pense qu'on peut le dire très clairement, sur TikTok, Non, sur Instagram. Il faut dire raciste. Dis-le, F de souche, c'est des putains de racistes. Quand tu parles de haine, parle de racisme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, voire sur YouTube, puisqu'on a l'émergence de très nombreux influenceurs qui sont... qui sont presque dans du divertissement, ou en tout cas un certain style de vie. C'est ça qui se présente comme dépolitisé, qui vont pas toujours appeler à la haine, qui au contraire vont parfois donner des conseils de séduction, qui vont expliquer comment aller à la salle de sport, qui vont donner... tu vois, elle fait le lien séduction, musculation, extrême droite. Bon, elle n'a pas totalement tort, ce lien n'est pas totalement malhonnête, mais ça fait quand même chier. Montrer ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, et ils ne portent pas nécessairement sur eux cette idéologie d'extrême droite de manière totalement identifiable et évidente, ce qui fait qu'ils arrivent à ratisser beaucoup plus large, et on le voit particulièrement pour moi avec l'émergence des mouvements masculinistes. On a parlé de victoire, une des grandes victoires, c'est quand même la puissance de ce mouvement masculiniste aux États-Unis. C'est fou, enfin, c'est vraiment énorme. Ça a été, ça nous a, je pense, marqué avec cet influenceur d'extrême droite qui a quand même une audience à plusieurs millions de personnes, où il disait que les Your Body My Choice, en réponse justement à la victoire de Donald Trump par rapport au slogan féministe My Body My Choice, mon corps, mon choix, lui il dit votre corps, notre choix, mon choix d'homme. Donc ça montre bien quand même vraiment ça a pris une ampleur folle aux États-Unis, mais ça vient chez nous. Ça prend... Ah bon, ça c'est du troll. Le mec qui disait ça. J'ai eu. Bon, c'est pas marrant, mais ça se voit qu'il troll. C'est le mec qui était mort de rire. Your body, my chose. Ça se voit qu'il délire avec le slogan. Mais bon. Après, bon, peut-être qu'il était sérieux, j'en sais rien. Ouais. Et les personnes qui suivent ces influenceurs-là, qui sont quand même souvent des hommes, ne se disent pas nécessairement d'extrême droite. Et puis d'un coup, Éric Zemmour va être cité, ou on va entre-temps, à un moment, appeler à voter pour Marine Le Pen, mais toutes les vidéos ne tournent pas autour de ce contenu-là. Et c'est rendu très compliqué, je pense, pour les spectateurs d'identifier ça, parce qu'on peut se dire qu'on suit quelqu'un tout simplement pour la musculation, pour la défense. Et derrière, c'est ce que l'historien Patrick Bouchon appelle un lifestyle réactionnaire. C'est vraiment un style de vie entier qui est promu. Donc pour les hommes, c'est fumer. Zemmour, pendant des années, il était à la télé. Vous en êtes jamais plein. Il disait toutes ces conneries sur les Noirs et les Arabes. Vous vous en êtes jamais plein. Et je veux dire un truc qui est réel, là, ça faut bien l'enregistrer dans la vidéo. Ce qui fait que ces femmes-là sont de plus en plus fâchées, c'est pas le racisme, hein. C'est pas l'islamophobie, non, ça, ils vivent très bien avec ça depuis des années. C'est le mouvement plus masculiniste qui vise à rabaisser, qui commence à rabaisser les femmes, et notamment les femmes blanches, qui se sont touchées, là. C'est ça qui font qu'elles pètent en couille. Hein. Faut pas croire qu'elles se soucient de nous, hein. Non, elles visent que leurs pommes. C'est la réalité. Parce que quand le racisme, l'islamophobie se porte très bien en France, hein. Depuis des années, on les a jamais entendus. Hein. On les a jamais entendus. Des cigares, manger de la viande rouge, faire des sports de préférence violents, évidemment souvent avoir un rapport aux femmes quand même très dégradé. L'idée c'est de reprendre le pouvoir sur elles. Et évidemment, voilà, c'est le vrai problème, il est là. Ça fait partie souvent de l'idéologie de l'extrême droite, mais c'est beaucoup plus disséminé. Et ça c'est vraiment très complexe même à expliquer et à reconnaître. Tu vois, t'as pas parlé de racisme, t'as pas parlé d'islamophobie. T'as parlé qu'ils veulent rabaisser les femmes.
Parce que c'est ça ton vrai problème. Le reste, tu t'en bats les couilles. Après, le reste, tu parles de haine. Enfin, il y a de la haine. La haine quoi? La haine envers les femmes, c'est flou. Alors que quand c'est pour parler de ça, t'es très clair. Moi, je suis tombée sur des chaînes pendant l'enquête où j'étais pas sûre en fait. Puis j'essayais de trouver le contenu d'extrême droite, je me disais ça ressemble à l'extrême droite, et ça demande beaucoup de connaissances de ce mouvement-là. Surtout que ça se recoupe aussi, excuse-moi, je fais juste une aparté, mais ça se recoupe. Elle dit ça ressemble à de l'extrême droite. Elle n'écoute pas ce que la personne a dit, elle se demande juste, mais c'est une idée d'extrême droite. Elle se demande pas si c'est du bon sens, si c'est pragmatique, mais c'est une idée d'extrême droite, monsieur. Alors, elle élimine tout débat en disant, c'est une idée d'extrême droite. Comment on peut être au niveau plus bas? Je suis désolé, hein, c'est vrai que moi aussi, je combats l'extrême droite, mais là, non. Coupe aussi à ce que disait Maxime tout à l'heure, l'inversement sémantique, le renversement de la charge de l'accusation en fait. Je n'aborde pas les sujets, typiquement le raptor dissident, donc bébé Soral, Alain Soral, un représentant de l'antisémitisme forcené, hein, historiquement en France, le leader intellectuel de ce courant-là, qui ramène des millions de vues et dont on a aujourd'hui les bébés Soral. Vas-y, Soral, le leader de l'antisémitisme. Qui sont des influenceurs très suivis, qui ont d'une part une stratégie à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va avoir une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, un podcast sur les grandes plateformes, hein, on parle de Deezer, on parle de Spotify, on parle de... Voilà. Avec tout ça, on touche des millions de gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme tu le disais, Salomé, je me permets de te tutoyer. Ouais, allez, entre journalistes. Voilà, confrère, et consoeur, pardon. La deuxième, le Raptor dissident est devenu juste le Raptor. Et un jour, lui a été posé la question sur TV Liberté, une web télé d'extrême droite. Pour préciser, le Raptor dissident, donc, c'est un youtubeur d'extrême droite qui est... En quelle année est-ce qu'il est arrivé sur la plateforme? Alors, le Raptor dissident, il arrive en 2015 sur sa première vidéo, et il va un peu, je fais une petite parenthèse Raptor dissident, en fait il va s'inspirer d'un autre youtubeur qui est arrivé un tout petit peu avant lui qui s'appelle Valek. Il va reprendre exactement les mêmes codes, c'est-à-dire le format star. Le code de JVC, c'était les vannes de JVC. De YouTube à l'époque, c'est une vidéo entre 15 et 30 minutes avec un montage extrêmement saccadé, des punchlines, et surtout en fait ils vont pas tout de suite dévoiler leur visage, dévoiler leur identité, et ça c'est très fort parce que en fait on sort d'un phénomène qui avait quand même beaucoup à l'extrême droite juste avant leur passage, notamment à travers Alain Soral et Dieudonné, c'est la personnalisation. Et là en fait à travers ces vidéos que font à l'époque Valek et le Raptor en ne montrant pas leur visage, ils disent à leur public, vous aussi vous pouvez le faire, vous aussi vous pouvez être un youtubeur, être un influenceur, c'est ça. C'est presque l'esprit Anonymous. Non mais complètement, nous sommes tous Anonymous. On est complètement, et en plus après ils vont révéler leur visage parce qu'après ils vont rentrer dans des logiques de business où il va être nécessaire pour eux d'avoir une image publique. Et puis il faut bien construire des communautés, mais... Il a pas tort là, par contre. Les Raptors faisaient du business même quand il se montrait pas, parce qu'il montrait ses muscles. Il montrait ses muscles, c'était suffisant, il faisait déjà du bif à cette époque-là. Mais il a pas tort, le fait de se montrer, c'est plus rentable, on va dire. Juste pour en revenir, donc le Raptor dissident devient le Raptor, lui est posé la question par Martial Bild, un ancien du Front National devenu animateur de cette web télé d'extrême droite, s'appelle Télé Liberté, qui est un site internet, aussi une chaîne YouTube, etc. On est toujours dans les mêmes stratégies. Ça me broie quand il précise web télé d'extrême droite. Faut préciser ça pour toutes les télés, hein, BFM, faut nous dire. Hein, parce que là, ils ont l'air de savoir quand c'est pas d'extrême droite, c'est d'extrême droite. Il va falloir nous dire à chaque fois quand c'est de gauche, de droite, d'extrême droite. Même si en France, c'est vrai, on fait partie d'un... Il y a des choix politiques assumés, mais on le dit jamais. Faut le dire. Moi, j'aime bien quand on précise extrême droite, gauche, comme ça, au moins, je sais où je vais. Vous posez la question pourquoi désormais plus que le Raptor. Sous-texte de cette question, c'est aussi est-ce que vous reniez cet héritage de la dissidence d'Alain Soral? Et lui, il répond juste, en gros, non. Et il n'y a plus besoin d'ajouter dissident au Raptor pour que tout le monde sache que le Raptor est dissident. Et donc, on est aussi dans ce non-dit, dans cette installé, à travers toutes ces briques du lifestyle qu'a super bien décrit Salomé. En fait, ce qu'on dessine, c'est un idéal de vie à atteindre qui fait que si on veut vous enlever la moindre brique de cet idéal, on est le diable et on attaque vos libertés fondamentales. On est la gauche. Alors, je vais juste faire une toute petite digression pour répondre à une question qui était dans le chat. C'est Abiren qui vous demande s'il y a des législations possibles pour limiter l'influence de l'extrême droite dans les médias. Est-ce que voilà, il y a des lois qui encadrent ce qu'on peut ou ne pas dire dans les médias, notamment sur ces réflexions d'extrême droite? Est-ce que ça existe? Oui, bien sûr. Il y a le droit français qui limite la parole raciste, la parole. Exactement. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la loi. Donc, s'ils n'ont pas enfreint la loi, ils ont le droit. Discriminatoire. Après, effectivement, c'est une vraie question qui se pose là parce que par l'humour, par l'outrance, on peut aussi faire passer des messages qui sont parfaitement compris par la communauté, qui n'apparaissent pas comme racistes au regard du droit, mais par contre qui le sont parfaitement. Et ça, l'extrême droite, c'est parfaitement joué avec ces codes-là. Je prends juste un exemple qui est très simple. C'est ça que j'allais dire. Donne un exemple, ça m'intéresse. À partir de 2018, sur le Twitter d'extrême droite, on voit apparaître deux mots qui se répètent à l'envi généralement quand il y a des faits divers, c'est noix et arbre. Alors ça veut dire quoi, noix et arbre? En fait, c'est juste une périphrase pour parler des noirs pour les noix, on a enlevé une lettre, et arbre, c'est arabe. Oui. Et on ne peut pas condamner quelqu'un pour... Non, tu mens, on peut. Avoir dit, il y a beaucoup trop d'arbres dans ce pays. Alors si. Non, si, on peut. Il dit de la merde. On peut. En absolu, on peut le condamner. Après, c'est extrêmement difficile. Voilà. Non, c'est pas extrêmement difficile, c'est facile. C'est juste qu'il n'y a aucun putain de procureur qui poursuit. Ni aucun putain de politique qui, quand il voit des gros tweets racistes, qui se disent, on va poursuivre. Par contre, on va le dire, quand... Et ça, je dis même pas ça parce qu'ils vont faire le lien. Oh, regarde, tu fais comme ça. Non, ça c'est la vérité factuelle. Quand les gens disent dragon céleste, ils se font choper le cost. Ils se font choper le col.
Même quand c'est des ministres, ils sont chopés le col, mais espèce d'antisémite, il y a le truc qui arrive. Pourtant, ils disent dragon céleste, ils disent pas juif. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité, il n'y a pas de « ouais, nanani, il faut le dire ». Mais ça, vous le dites pas. Parce que les noix, les trucs, c'est pas poursuivi, alors que ça peut être poursuivi, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Et ça, c'est bien triste. C'est des processus judiciaires qui sont très longs. Et c'est aussi une manière de jouer avec les algorithmes. On parlait tout à l'heure de modération. Et Ah oui, David Guillaume l'avait pris. Après, c'est toujours compliqué d'exiger d'acteurs privés. Encore une fois, tous ces réseaux sociaux sont des entreprises privées. Leur objectif, c'est de faire de l'argent. Leur objectif, c'est d'avoir plein de Si clients. Dragon Céleste, tu de peux les être faire condamné, les juges sont pas cons. Hein. Les juges sont pas cons. Dragon Céleste, ils vont savoir de quoi tu parles, ils vont dire Dragon Céleste qui, dans le langage courant, veut dire un tel, c'est bon, ça passe. Hein. le plus longtemps possible, d'accumuler le maximum de données sur eux pour vendre de la publicité plus chère et vendre ces données personnelles. Elles ont au pas d'intérêt, ces plateformes à sévir. Si, elles ont un intérêt à partir du moment où il y a une pression publique. Voilà. S'il y a l'opinion publique qui considère que c'est inacceptable d'avoir ce type de pensée qui est exprimée de manière massive, et notamment la pensée raciste, ça peut avoir une incidence. On voit quand même du côté de YouTube ou d'Instagram une forme de malaise vis-à-vis de ça. Et dans la communication, ils sont pas, eux, ils disent pas qu'ils promeuvent les idées haineuses, au contraire, ils disent qu'ils essaient de réguler ça. Ils ont des règles un peu strictes aussi sur la nudité, sur beaucoup d'autres, dans beaucoup de domaines, sauf que comme c'est massif, c'est surtout fait par des robots, et que effectivement l'extrême droite a aujourd'hui très bien compris comment contourner ces réglementations-là. Alors, pour comprendre et rentrer un peu dans le détail de ces mécanismes des influenceurs d'extrême droite, est-ce que vous pouvez me donner un exemple ou deux d'un influenceur d'extrême droite, m'expliquer comment il fonctionne et ce que ça signifie pour voilà, les gens qui le regardent? Par exemple, Baptiste Marché. Baptiste Marché, ouais, c'est un très bon exemple. Bah déjà, c'est un des rares qu'on a rencontré, donc on peut parler de lui. Alors, Baptiste Marché, c'est quelqu'un qui arrive sur YouTube, je crois, en 2018, avec une chaîne qui s'appelle Bench and Cigar. Alors, le cigare, c'est sa passion, et Bench, c'est donc une forme d'haltérophilie, le développé couché, pardon, donc le mot anglais pour développé couché. Ouais, c'est le powerlifting. À la base, il va présenter des formats qui vont s'intéresser à la multiculation. C'est exactement ce que disait Salomé tout à l'heure. En fait, il va amener une communauté qui est la communauté qui est spécialiste, enfin qui est très intéressée par le développé couché, à un discours politique. Et par ce discours politique, il va passer par un format un peu particulier, qui est celui des repas de seniors. C'est ce qui va vraiment faire sa notoriété. C'est-à-dire qu'en fait, il va inviter une personne à venir manger. Et quand je dis manger, c'est se baffrer, c'est manger des quantités hallucinantes de nourriture. Et il va d'abord commencer par des gens qui viennent plutôt de son milieu, donc qui sont plutôt ce qu'on appelle des strongman, donc des gens qui font des sports de force. Et puis très rapidement, quelques mois après le lancement de sa chaîne, il va inviter Papacito. Donc Papacito, qui est un autre youtubeur d'extrême droite, qui est un peu plus connu, qui est surtout connu pour avoir fait une vidéo avec un autre youtubeur dans laquelle il poignarde un mannequin, où il tire au fusil sur un mannequin qui est censé représenter un électeur de gauche. Bon, pour le coup, Papacito, t'as ouvertement défendu Zemmour, enfin, appelé à voter Zemmour. On peut difficilement dire que t'es pas d'extrême droite. On peut difficilement dire ça, hein, Papacito. Hein. Donc là-dessus, pour Raptor, il a toujours nié le fait que t'es d'extrême droite, dans le sens politiquement d'extrême droite, sachant qu'il avait fait une vidéo où il fumait Marine Le Pen. Je sais plus comment il l'appelait là, il l'appelait Marine Le Pen, je sais plus quoi, là, bref. Donc lui, extrême droite, je sais pas. Même si, apparemment, il y a une période où il aurait été quand même... il avait un peu de zèle, il avait un peu de zèle. Mais bon, en tout cas, politiquement, extrême droite, pas sûr. Il va l'inviter à manger, alors il mange de façon dantesque, ça dure 2 épisodes, et ça va complètement asseoir la crédibilité de Baptiste Marchais, parce que Papacito a déjà une communauté, et cette communauté va se retrouver dans le discours de Baptiste Marchais. Et là, il n'est plus du tout question de powerlifting dans sa vidéo, mais de grands remplacements, d'histoire de France à la sauce roman national, et quand on parle d'histoire de France à la sauce roman national, on est sur des théories complètement eugénistes, de par exemple, la Première Guerre mondiale a opéré une grande saignée des vrais bonhommes pendant le conflit, et ne resterait que les planqués, et je cite leur mot, les fiottes, qui en fait seraient responsable de l'état actuel de la France. Donc on est vraiment sur un discours. Quand il dit ça, Ben Cigare, je le porte pas dans mon cœur. Hein. Il fait partie de ces trous du cul racisés. Enfin, je retire l'insulte. Il fait partie de ces pas racisés, de ces identitaires que je déteste. Bref, sachant qu'il a un passé très très sombre. Bon là, il déconne. Enfin, il exagère pour jouer un peu son côté masculiniste. Je pense pas qu'il dise ça premier degré. Je ne pense pas. Après, j'ai pas vu sa vidéo, j'en sais rien. Extrêmement politique, mais en train de manger une côte de bœuf et des magrets de canard. En soi, politique, on est presque sur la côte de bœuf éternelle. Parce qu'en fait, c'est ça, être un vrai homme, c'est manger beaucoup. Si aujourd'hui on vous parle, par exemple, si on s'intéresse à la question climatique ou aux questions écologiques, on va se poser aussi la question de la consommation de la viande, la quantité qu'on consomme, quelle viande on consomme, etc. Même en termes de... pour les questions liées à la paysannerie française, pour les questions liées aux importations, pour les questions liées à plein de choses, ça peut être un sujet. Eux rejettent tout ça, complètement. On a coutume de dire, c'est un vieil adage qui dit l'extrême droite apporte des réponses simples à des problèmes compliqués. Celui-ci en est un exemple frappant. Manger de la viande, point barre. Si on veut vous l'interdire, c'est forcément parce qu'on est des woke, parce qu'on est des gauchos, et parce que ce sont des woke, parce que ce sont des gauchos, parce qu'ils veulent vous déviriliser, parce qu'ils veulent vous enlever vos libertés, parce que. Il y a une question dans le chat que j'ai vu passer. Est-ce que ces influenceurs ne se partagent-ils pas un nombre limité de... Son exemple est tout pété. Hein. Il a pris un exemple tout pété pour dire voilà comment l'extrême droite dit de la merde. Mais ton exemple est tout pété. Derrière de la viande, c'est tout pété. Oui, manger de la viande... Oui, mais après, ça dépend quoi comme viande, quelle quantité, etc.
Bref, j'ai pas compris la pertinence de son exemple. De viewers qui en fait seraient toujours les mêmes, je crois pas. Et je pense qu'il déjà on peut constater le nombre vraiment croissant de vues qu'ils font sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Moi j'aurais envie de citer une influenceuse qui est quand même célèbre, qui est Thaïs Descuffon, qui est une influenceuse identitaire, qui vient de Génération Identitaire, qui est un groupe donc qu'on a mentionné, qui a été dissous. Elle va peut-être parler du racisme, vous allez voir. Elle va même pas parler du racisme qu'elle est, hein. Elle est son Génération Identitaire. Elle va parler de... Aujourd'hui, elle fait un discours masculiniste où elle encourage les hommes à limite remettre la femme à l'âge de pierre, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est la femme, elle. Vous allez voir, hein. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, je m'en excuserai totalement, Salomé. Quand même par le ministère de l'Intérieur, parce que c'était contraire aux valeurs de la République, et je crois que c'était ça le motif. Et la violence des militants aussi. Oui. C'était, voilà, mais qui avait quand même un projet, clairement qui était un projet raciste. Et elle l'a dit. Aujourd'hui, elle connaît. Ah, merci, autant pour moi. Je pensais que le mot n'allait jamais être lâché. Elle a précisé. Autant pour moi, Salomé. Ça a pris du temps, ça a pris 23 minutes, mais le mot est lâché. C'est un grand succès sur YouTube notamment, en proposant des conseils séduction là encore, mais à l'endroit des hommes, donc c'est vraiment en direction des hommes, avec une vision on ne peut plus sexiste et dégradante de la femme. Voilà, ce qui te gêne vraiment, c'est ça en vrai. Bon, t'as quand même fait l'effort, je te jette pas la pierre, t'as fait l'effort quand même de préciser, mais voilà, ce qui te gêne vraiment, après je te comprends, hein, c'est normal, t'es pas touché par le racisme. Chacun combat pour sa paroisse. En gros, être mise au service des hommes, et elle explique aux hommes comment reconnaître des femmes de valeur, qui seraient donc des femmes qui se mettent à leur service, qui auraient eu très peu de partenaires dans leur vie, voire pas du tout. Enfin, on revient vraiment à quelque chose d'archaïque. Et elle a, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où ça se limite pas qu'à ses viewers, c'est qu'elle a, déjà évidemment, elle est accueillie à bras ouverts dans tous les milieux d'extrême droite. On l'a vu notamment au meeting d'Éric Zemmour, Reconquête, mais aussi. Elle était même membre de Reconquête. Voilà. Mais elle est arrivée aussi dans les grands médias. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été d'ailleurs condamné elle a été condamnée par la justice. Se retrouve sur le plateau de BFM TV pour donner son avis. Se retrouve... Hanouna voulait l'engager comme chroniqueuse. Hein. Et d'ailleurs, elle parle d'elle, parle aussi de la meuf au front interminable. Hein. La team Ménésis, qui sont invités tous les jours. Ils ont pignon sur rue chez Hanouna et BFM TV. C'est raciste assumé, hein. C'est une team de féministes racistes. Identitaire, hein. Identitaire, c'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire raciste. Il faut arrêter de prendre. J'espère qu'elle va parler d'elle aussi. Parce que elles, certes, elles sont pas comme Thaïs à dire les hommes nous dominent, mais très très racistes. J'espère qu'elle va préciser ces cas-là. Alors elle a failli être sur Europe 1, je crois. Parce que si elle précise pas ça, ça veut dire que son combat, c'est vraiment le féminisme. Parce que Thaïs, lui, elle a un discours très très anti-féministe, contrairement à Alice Corbier, qui s'est mangé une gifle d'ailleurs de cow-boy par son camarade Baptiste. Elle a fait une émission, puis finalement ça s'est arrêté. Avant, elle était chez Cyril Hanouna. Elle était chez Cyril Hanouna, donc en fait elle a une influence qui s'étend, et qu'on veuille la voir ou non, le fait qu'elle grossisse sur les réseaux sociaux lui donne une certaine importance, et elle se retrouve à aller sur certains médias qui se définissent pas d'extrême droite. Je pense pas que BFM TV se définisse comme un média d'extrême droite. Et ça montre quand même cette espèce de... Non. Par contre, il y a beaucoup de youtubeurs dits d'extrême droite qui se définissent pas comme d'extrême droite, comme Raptor. Mais vous avez aucun mal à dire Raptor est d'extrême droite. BFM TV, pourquoi vous n'avez pas les couilles de dire ce que c'est? Là, ils disent, non, mais ils ne se définissent... Dites ce que c'est. Vous attendez pas que les gens se définissent pour leur donner un truc. Vous voyez l'hypocrisie dont je parlais tout à l'heure? Eh ben là, on y est droit. On y est droit en prime time. C'est incroyable. Qu'on voit que vous avez beaucoup documenté entre des plateformes plus traditionnelles, plus mainstream, et des contenus qui sont des contenus radicaux, qui sont des contenus d'extrême droite, et qui petit à petit se normalisent, prennent de plus en plus de place. Et le cas de vraiment des conseils en séduction, je crois que c'est un des plus frappants. Parce que il y a plein de gens qui ont cherché des conseils en séduction. Complètement. Et en fait, plutôt que de se poser la question du nombre de gens qui sont fans ou qui sont exposés à ces chiffres-là, je pense qu'il faudrait prendre à l'inverse, essayer de quantifier à quel point leurs idées se retrouvent imposées dans les débats publics. Et pour ça, il y a deux choses. Typiquement, la première, c'est le grand remplacement. C'est-à-dire que cette thèse, on ne parle pas de théorie, puisqu'elle n'est pas basée sur des faits, cette thèse raciste, d'inspiration complotiste, du grand remplacement, est une thèse séculaire et qui était réservée au tréfonds vraiment d'Internet et qui a émergé à tel point qu'aujourd'hui, elle peut être, enfin d'Internet est bien avant quelques bouquins que personne ne lisait, etc. Et aujourd'hui, elle peut être reprise jusque dans la bouche de candidats, enfin d'hommes et de femmes politiques qui ne sont pas considérés comme étant d'extrême droite, qui ne viennent pas de cette famille politique-ci et qui pourtant vont en parler. Et forcément la gauche aussi pour y répondre. Et il y a une autre chose, là c'est un chiffre très précis, il y a un institut politique australien, mais qui est spécialiste des États-Unis et qui s'est intéressé, plutôt pro-démocrate d'ailleurs, qui s'est intéressé à pourquoi Trump a gagné, pourquoi est-ce que vous avez voté Trump, ils sont-ils allés demander à un panel assez large. Tu me dis BFM TV c'est pas l'extrême droite, c'est pas CNews non plus, bah c'est quoi alors? Si c'est pas l'extrême droite, faut me dire c'est quoi? D'électeurs américains, 17% ont répondu, c'est la troisième réponse la plus importante, 17% ont répondu parce que Kamala Harris a trop parlé des questions de société et notamment de questions transgenres, de wokisme. Sauf que Kamala Harris n'en a jamais parlé. Ouais. Ceux qui en ont parlé, exactement, ceux qui en ont parlé, c'est le camp d'en face, c'est Donald Trump qui expliquait que Kamala Harris voulait imposer que les écoles obligent nos enfants à transitionner, que les woke, que sais-je. Voilà. Et en fait, en répétant ça à longueur de meeting, en étant repris par son camp, et au-delà de son camp, quand bien même c'est pour être débunké par l'ensemble de la classe médiatique et comme des gens qui commentent, en fait,
on oublie d'aller vérifier les faits. Et on se focus sur ça. C'est quelque chose qui effectivement m'a beaucoup frappé moi quand j'ai fait des recherches sur ce sujet, quand j'ai lu vos bouquins, c'est le fait que en fait les idées de l'extrême droite sur internet, j'ai l'impression qu'elles se baladent presque en sous-marin dans des contenus qui ne sont pas, comme vous le disiez, explicitement d'extrême droite. Et que du coup, des gens peuvent s'identifier à je sais pas, le fait de faire de la muscu ou le fait d'avoir tel ou tel lifestyle et emporter, du coup, tomber ensuite dans des idées d'extrême droite. C'est quelque chose que vous avez noté aussi Mais je pense que c'est aussi des questions d'algorithme en fait. C'est qu'on se met à regarder. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est parce qu'on fait de la muscu qu'on est d'extrême droite. On a complètement le droit de faire de la muscu. C'est pas du tout ça qu'on est en train de C'est même dire. l'inverse. Ils créent en fait, ils approprient, Oui, ça Merci. un lifestyle, s'approprient des activités. Ils font en fait, ils essayent de créer une espèce d'homo droitardus quoi. Pour être un vrai type de droite, il faudrait avoir des catégorisations qui rentrent à chaque fois. Une vraie femme de droite. C'est ça, non mais complètement. Et il Ça, faut c'est vrai. répondre à ça, et sinon, vous êtes décrédibilisé. Je suis sûr qu'autour de la table, ici, vous seriez qualifié d'homme soja. Ah bah, c'est déjà C'est-à-dire, non, mais c'est intéressant cette qualification d'homme soja, parce que ça s'attaque aussi au physique d'une certaine manière. C'est de dire, nous sommes la force. Pourquoi elle leur a dit vous êtes des hommes soja? Pourquoi? Est-ce que c'est visuel? Sur quoi c'est basé pour dire je suis sûr que vous, ils vous considérerez comme des hommes soja? Pourquoi? Parce que c'est journaliste de Libération qui est connu comme étant un journal qui aurait fait la promo fut un temps de la pédophilie, on va le dire. À cause de ça? Bon, je sais pas, je pose la question. C'est vrai que l'extrême droite déteste Libération. En tout cas, il considère Libération comme un truc de vendu. Force, nous sommes aussi des gagnants, et vous êtes ceux qui seraient incapables de force, qui seraient Non, bien sûr. Alors, ça, j'aime même pas quoi ça ramène, c'est une espèce de végétarisme. En tout cas, ça se veut dépréciatif. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'on vous attaque pas seulement sur vos idées, on vous attaque sur qui vous êtes et sur ce que vous représentez et sur le style de vie aussi qu'on veut déprécier de votre côté. Et c'est ça qu'ils ont créé. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même avant sur l'histoire des fake news, parce que c'est quand même ça, vraiment, la caractéristique pour moi de l'extrême droite sur le plan politique, sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est qu'ils martèlent. Et là, l'exemple de Kamala Harris, il est frappant. Et c'est ce qu'on a vu pendant toute la campagne, c'est qu'elle n'a effectivement pas parlé de transgenrisme quasi. Non. Sors-nous des vraies fake news de France. Moi, je dis pas qu'ils ne sortent pas des fake news, hein, c'est les rois des fake news concernant les chiffres, etc. Mais parle-nous pas de Kamala Harris, dont personne ne peut vérifier ici sur si ce que vous dites, c'est vrai. Moi, je veux bien croire. On me dit, elle n'a jamais parlé de wokisme, ça veut dire quoi? Elle n'a jamais parlé d'inégalité sociale? Elle n'a jamais parlé de communautarisme? Kamala Harris? Est-ce que c'est ça le wokisme? Elle n'a jamais parlé du combat des femmes? Parce que c'est ça le wokisme aussi, hein. Qui doit avoir plus de femmes, elle a jamais dit ça. Parce que si elle a pas parlé de wokisme dans le sens où elle a jamais utilisé le mot woke, c'est de prendre les gens pour des cons. Donc moi je sais pas. Mais je dis donnez-nous un exemple français, au moins comme ça on est plus informé. Parce que l'autre c'est en anglais, on comprend pas, on a la flemme. Quasiment. Et quand elle en a parlé, c'est parce qu'elle était interrogée dessus, parce que Donald Trump avait lancé des rumeurs sur elle, en complètement fausses, à tous les niveaux. Et en fait, on finit par avoir une partie de la population qui est convaincue qu'elle en a énormément parlé, et le reste de la population ne le sait tout simplement pas. Et ça, c'est quand même la grande spécialité de Donald Trump, et on le voit, c'est en train de s'importer dans le débat français. Hein. C'est le Trumpisme dans la manière d'aborder l'information, où tout se vaut. Il y a plusieurs vérités. On dit c'est votre vérité. On l'a vu très récemment avec cet exemple d'Éric Ciotti sur le plateau de France 5 face à Patrick Cohen, qui dit Patrick Cohen lui donne des faits, le journaliste lui donne des faits extrêmement clairs sur les règles en termes d'affichage dans les gares, et lui il dit bon bah on va pas être d'accord. Et Patrick Cohen s'agace, il lui dit il est pas question d'être d'accord. Il lui dit c'est votre interprétation, ce sont les faits. Et en fait c'est ça qui est compliqué à appréhender, mais c'est que eux, on l'a vu très récemment avec cet exemple d'Éric Ciotti sur le plateau de France 5 face à Patrick Cohen, qui dit Patrick Cohen lui donne des faits, le journaliste lui donne des faits extrêmement clairs sur les règles en termes d'affichage dans les gares, et lui il dit bon bah on va pas être d'accord. Et Patrick Cohen s'agace, il lui dit Patrick Cohen il a raison. Mais l'autre, c'est pas l'extrême droite, hein, Ciotti. Même si c'est associé avec eux, de base c'est la droite, hein. Mais oui, Ciotti qui est de mauvaise foi absolue. D'accord, votre interprétation. Il lui dit c'est votre interprétation, ce sont les faits. Et en fait c'est ça qui est compliqué à appréhender même en tant que journaliste, c'est que eux ils martèlent, et à la fin j'aimerais quand même citer cette déclaration d'Anna Ouais, il a Arendt. raison, hein. L'extrême droite qui crie au boycott alors que ça fait partie de leur charte, c'est des débiles. Ouais, c'est toujours malheureusement, l'extrême droite, t'as les plus gros débiles de France. À l'extrême gauche, enfin de gauche, on va dire, t'as les plus gros détraqués. À l'extrême droite, t'as les plus gros débiles. Est totalement adaptée à l'époque, où elle disait, il y a quelques décennies, ce qui permet à une dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés. Comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n'êtes pas informé? Et cette phrase-là, c'est 2 mois. Si un jour quelqu'un la ressort, comme donne mon copyright, c'est plutôt stylé. Tout le monde vous ment en permanence. Le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger, et l'on peut faire ce que l'on veut d'un tel peuple. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer avec l'irruption des fake news, l'irruption des mensonges. Les gens ne croient pas forcément tout, et même les électeurs... Ça me broie quand ils disent irruption des fake news. Il n'y en avait pas avant. Il n'y en avait pas avant. Je veux dire, dans les journaux classiques de base, il n'y en avait pas. Genre, avant Twitter, avant Tête, il n'y avait pas de fake news. Alors, tout ce qu'on lui disait, c'était forcément vrai. C'est plus ou moins ce qu'on dit. Si c'était à la télé, c'était vrai. Peut-être qu'avant, on était con, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont dites à la télé qui sont totalement fausses. Oui, aujourd'hui, il y a plus d'impact, parce que les gens vont se renseigner par eux-mêmes. Qui veut se faire des journalistes et des femmes de... Je souffle, Véronique, tu dis de la merde, tu dis de l'AD. Là, je me fais juste les journalistes de Libération frauduleux.
de Donald Trump, ils croient pas à tout ce que dit Donald Trump. Mais à la fin, on est noyé entre 1000 informations. Non, mais j'ai rien contre elle. Pourquoi tu me dis que tu détestes Salomé? Je dis juste les termes. J'ai rien contre elle. Elle est certainement une femme très sympathique. D'ailleurs, soutien à elle pour le harcèlement qu'elle a subi, bien évidemment, mais c'est la réalité. Des informations, on sait plus quoi croire et on n'arrive plus à y voir clair et aussi on se distancie et on se désintéresse et c'est ça la victoire de l'extrême droite, c'est d'avoir modifié notre rapport à la vérité. Et j'ai l'impression que ce qui fait que c'est aussi puissant aussi, c'est que là on a parlé des influenceurs d'extrême droite, donc les porte-paroles disons, mais ils montent aussi des communautés qui elles se chargent aussi de faire ce travail de sape. Est-ce que c'est des trucs que toi t'as vécu Salomé, d'avoir des communautés qui viennent saper des faits simplement tu vas livrer? Mais complètement, ça m'est arrivé à de très nombreuses reprises et moi j'ai quitté Twitter il y a déjà un petit moment, hein. Ça fait quelques mois où j'ai abandonné un réseau qui pourtant est important pour moi parce que j'ai une audience, j'avais plus de 200 000 abonnés sur X, j'ai mis des années à construire ça, hein. Les gens ils se disent on veut perdre nos abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit pour se faire chasser comme ça par cette horde misogyne d'extrême droite? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Et c'est pas juste un truc d'ego, c'est que pour nous, c'est une question aussi de vie ou de mort, en fait, journalistique. C'est que c'est l'endroit où on nous écoute. Donc quand on renonce à 200 000 personnes qui nous suivent, on renonce à être entendu, à être lu. Et ça, c'est une certaine manière, une façon de nous brider. Donc moi, j'ai fini par quitter X, Twitter, parce que je n'arrivais plus à avoir la moindre discussion. Non, mais dis-nous sur quoi qui retrouve le truc, ça m'intéresse. Pourquoi il y a eu... certainement qu'elle a raison, mais ça m'intéresse. Pourquoi il y a eu la polémique qui a fait qu'elle a quitté X à cause de l'extrême droite? Franchement, ça m'intéresse. Retrouvez-moi ça, s'il vous plaît. Qui ait du sens en fait. On ne parlait plus des faits, on n'interprétait plus les faits, c'est qu'il n'y avait plus de faits. Donc tout était tout le temps discutable. J'ai été victime presque quotidiennement de campagnes de dénigrement quand même massives, organisées pour faire croire des choses à mon sujet qui n'étaient pas vraies mais qui étaient tellement répétées que ça finissait par instiller le doute. Et en fait ils obtiennent de véritables victoires et ça continue. Non mais ça m'intéresse vraiment dans le premier degré, j'ai envie de savoir pourquoi... Ouais mais après ça n'a rien à voir, ça on m'envoie un truc comme quoi elle a porté plainte parce qu'elle aurait été violée. Porte plainte pour crimes sexistes dans une société sexiste, le parcours d'une combattante. Moi, c'est pourquoi elle a quitté Twitter. Dans mon cas, à pour l'instant une moindre échelle, mais sur d'autres réseaux. Et c'est une stratégie. C'est de dire, et sur LinkedIn, je le vois. Alors c'est très étonnant, sur LinkedIn, c'est en train de poindre, où on remet en cause le fait même qui ne pourrait potentiellement même pas être remis en cause, c'est-à-dire des statistiques de l'INSEE, des faits objectifs, même si on peut toujours discuter de tout, et on va juste me dire « Ah bah non, ça c'est faux », ou « Vous racontez n'importe quoi », ou « Ça, on voit bien que vous êtes militante », et j'ai juste... Les statistiques de 2021, des féministes victimes d'une vague de haine sans précédent, c'est que c'est ça. La journaliste là s'est inquiétée par un tweet d'une vague de haine dont elle a été victime. C'était quoi son tweet? La journaliste Saké, autrice de Sois jeune et tais-toi, a publié sur X un exemple de message qui ressort depuis le début de la campagne législative, depuis 3 semaines, mes DM. C'est une vague de haine sans aucun précédent. Je ne sais pas à quoi nos vies ressemblent au CRN à vos pouvoirs. Sur la capture d'écran, le message indique « Tu sais, c'est pas parce que tu es journaliste que tu vas pas prendre une balle. » Ah ouais. Mais en fait, c'est juste parce qu'elle était contre le RN. Non. Moi, je voulais savoir si elle avait diffusé une fake news et les gens étaient fâchés de cette fake news, même si ça n'excuse en rien le harcèlement. Mais là, c'est juste parce qu'elle était contre le RN, ils l'ont harcelé. Ouais, c'est des tarés. Ouais, force à elle. Hein. Moi aussi, hein, j'ai milité contre le RN lors des législatives. Ils m'ont vraiment fait chier, mais moi, ça va, j'ai les épaules. Juste donner un chiffre sur le réchauffement climatique, où je vais avoir sur le climat, c'est très frappant, il y a beaucoup de... Ça va être cette réponse qui consiste à dire aussi que le GIEC est un organe idéologisé ou quoi que ce soit. C'est ça, et donc moi je vais donner des chiffres du GIEC, on va dire... Elle s'est fait aussi critiquer pour ça, pour sa critique de Mélenchon. Je veux bien que tu montres sa critique de Mélenchon, ça m'intéresse. Critique de Mélenchon, ça m'intéresse, j'aimerais bien voir ça. Parce que les harceleurs de gauche, entre guillemets, hein, ce qu'on met à gauche, sont beaucoup plus doués que les harceleurs de droite. Sachez-le. Beaucoup plus sévère. C'est quoi ça? Ah, il y a la deuxième. Non, mais moi, je vous demande de m'envoyer les faits de ce qui a été tweeté, ce que vous le reprochez. Vous m'envoyez des trucs, je sais pas où. Voilà, encore le militantisme qui donne les chiffres d'un organisme militant qu'est le GIEC, alors pas du tout, évidemment, c'est le consensus scientifique mondial, et c'est compliqué de lutter contre ça, et entre le moment où j'ai écrit le livre et aujourd'hui, et ça fait quelques mois... Ouais, la droite, c'est des insultes, tout ça, mais les harceleurs de gauche, ils font un pressing du démon. Hein. D'extrême droite, j'arrête pas de changer d'avis en fait sur la manière dont on doit faire face à ça, parce que juste dire aux gens mais enfin j'ai raison, ce sont les faits, ça ne fonctionne pas. Non, c'est plus assez fort en fait. C'est les faits alternatifs ont pris une telle importance qu'il est extrêmement difficile de lutter à la fois contre ça et contre le complotisme, parce que on a répété à l'envi pendant la période de la pandémie qu'on avait une irruption du complotisme, mais ça fait très longtemps qu'il est là, et en fait il est installé dans le débat politique et dans le débat public d'une façon générale, et c'est une donnée qu'on a tendance à pas suffisamment prendre en compte actuellement. Là tu parlais de la question du réchauffement climatique, mais en fait tout ça peut être systématiquement décliné dans tous les grands enjeux qu'on a actuellement. Je reviens sur la question du dénigrement des journalistes sur Twitter ou des personnalités politiques. Il y a quelques années avec Pierre, on avait travaillé sur un site internet qui avait été monté par Damien Rieu, donc ancien du Rassemblement National, ancien de Reconquête, désormais rien du tout. Il avait lancé... Il a dit désormais il est rien du tout. Effectivement, on a dû bien compter.
une espèce de site où il devait dénoncer les liens entre les politiques de droite et les islamistes. Bon, alors ça a évidemment rien donné, mais on sait, parce qu'on a travaillé, on a investigué dessus, qu'en fait, il s'organisait sur Telegram, sur des boucles fermées sur Telegram, pour à la fois avoir ce que lui appelait des informations sur ses soi-disant de compromission, mais aussi pour harceler les personnalités politiques en question. Et c'était de vrais raids qui étaient mis en place avec des heures, des messages presque déjà écrits. Ça existe tous en même temps la même chose. C'est ça. Et ça, on l'a aussi vu lors de la campagne de la présidentielle 2022 chez Éric Zemmour, où il y a Samuel Lafont, qui était en charge de ces questions chez Éric Zemmour, qui s'est d'ailleurs pris régulièrement la tête avec Damien Rieu, c'est pas une vision. Ah ouais, ok, je comprends pourquoi elle a quitté les réseaux, la journaliste, là, s'est mangé comment on appelle ça, des photomontages où ça la met à poil, comment on appelle ça encore? J'ai oublié un terme spécial. Du coup, ouais, je crois que j'avais même vu cette polémique, la pauvre, ce qu'elle avait subie. Des tarés. Mais ça me dit toujours pas ce qu'elle a dit sur Mélenchon. Deadfake, en ligne. Voilà, deadfake. De ce combat-là, mais qui organisait en fait ces raids, ces pushs en fait de mots-clés qui faisaient monter un fait divers ou qui apportaient un hashtag très fort sur YouTube. C'était pas sur YouTube, pardon, excusez-moi, sur Twitter, pas encore X. C'était par exemple le cas du francocide. Donc cette idée. Est-ce qu'elle a condamné le Hamas? Hein? Voilà ma question. A-t-elle condamné le Hamas? Qui est porté par Éric Zemmour, qui voudrait que chaque meurtre de personnes blanches est un francocide, donc une volonté de s'en prendre, de génocider les Français, comme il y avait un Français blanc, en fait, comme il y a le féminicide. Donc déjà, encore une fois, l'appropriation des mots et des combats. Et effectivement, l'extrême droite est extrêmement bien organisée pour à la fois porter ses combats sur les réseaux sociaux, mais discréditer les autres. Moi, il y a juste une chose que je voudrais, et en fait, vous en parlez tous les deux, c'est un peu l'éléphant au milieu de cette pièce, c'est la violence aussi de l'extrême droite et la violence de son message. Nous, avec Maxime, on commence à bosser sur l'extrême droite. Maintenant, il y a un moment, à travers la violence des groupuscules dans la rue, qui a une résurgence, et assez vite aussi à travers les questions de terrorisme, de sécurité intérieure. Il y a un lien entre tout ça, et c'est un lien qui nous a sauté aux yeux, non pas parce que nous on fait cette analyse qu'on retrouve, non, typiquement une fois on se retrouve au tribunal, on va pas citer un cas particulier, mais c'est une affaire de terrorisme, un homme qui est loin d'être un gamin, quinquagénaire, qui est inséré dans la vie, qui n'est pas parisien, qui a chez lui des armes, des manifestes, potentiellement, visiblement, des projets de passage à l'acte, même s'il s'en défend. Et ce genre de procès, ça commence toujours, c'est un cadre assez solennel quand même, il est dans le box des accusés, avec entouré de policiers, c'est baraqué, cagoulé, là. Nous, on est assis sur le banc de la presse, il n'y a pas grand monde d'ailleurs, et donc ça commence par un entretien, un interrogatoire de personnalité. La présidente s'intéresse à la personnalité du mis en cause. Et... Interrogatoire de personnalité, c'est de la merde. Hein. C'est comment vous appelez, vous faites quoi dans la vie? Ah, ok, travail, ok, super. C'est ça ce qu'ils appellent interrogatoire de personnalité. Hein. C'est tu t'appelles, ok, t'as bien mangé, tu manges quoi, ok, allez, va t'asseoir. Foutage de gueule, ce qu'ils appellent leur interrogatoire de personnalité. Je sais pas, ça se base sur quoi, mais c'est de la merde. Ces premiers mots, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ces premiers mots sont pour... on lui demande comment est-ce qu'il en est venu à une telle radicalité, et il dit, parce qu'il consomme en ligne du contenu d'influenceurs, et il cite nommément Papacito et Éric Zemmour. Et Cro-Blanc. Et Cro-Blanc, oui, qui est plus pointu, il faudrait qu'on explique. Cro-Blanc, c'est quoi? C'est un rappeur, c'est ça? C'était un rappeur. Ouais, qui est désormais vraiment un influenceur, qui est très lié d'ailleurs. Ça, par contre, c'est vrai. Par contre, c'est pas faux que les influenceurs ont un impact sur certaines personnes qui peuvent les amener à avoir une certaine idéologie. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Notamment chez les idées les plus extrémistes, ça passe généralement assez bien. Ou au moins, oui, qui est encore très lié avec des... Cro-Blanc, c'est alcoolique. Cro-Blanc, c'est addict de porno, de gangbang, etc. Des groupuscules parisiens. Interracial. Voilà. Et on est avant la campagne présidentielle de NTI. Mais avant 2021, Éric Zemmour, à ce moment-là, c'est un personnage de télévision, déjà connu pour sa radicalité, déjà connu pour répandre des idées d'extrême droite, et dont, par exemple, les petites capsules deviennent des mèmes, c'est-à-dire circulent énormément sur les réseaux sociaux, circulent énormément en ligne, par la sphère d'extrême droite pour appuyer son propos. Ce monsieur se pose la question, en tout cas, à ce moment-là, on se pose vraiment la question de savoir, et c'est une des choses qu'on essaye de documenter aussi, c'est dans quelle mesure son esprit a aussi été armé par le travail de cette sphère d'influence d'extrême droite. Non, mais c'est évident qu'il y a un lien, et j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur un terme qui est beaucoup employé et qui est le terme d'ultra-droite. On a tendance à se dire que le terrorisme d'extrême droite qui existe, et rappelons-le, est quand même sous-médiatisé par rapport à l'ampleur du danger que ça représente. Il y a une dizaine d'attentats d'extrême droite, donc qualifiés d'ultra-droite par les autorités administratives qui ont été déjoués ces dernières années sur le sol français. Il existe et il y a eu sur notre sol de nombreux attentats liés à l'extrême droite. Et en fait, quand je dis de l'extrême droite, c'est important de ne pas dissocier l'ultra-droite de l'extrême droite, parce que l'ultra-droite, c'est un terme administratif pour dire. C'est un terme policier, en fait. C'est un terme policier, donc moi, je l'ai réemployé aussi dans mon livre pour reprendre tout simplement ce qui était officiel en expliquant quand même d'où vient ce terme. Mais on peut pas déconnecter ces actes qui sont d'une violence extrême du socle idéologique qui est... Est-ce que c'est pas dangereux? Comme dit de dire, je ne décolle pas islamiste, c'est pareil. Là, si je suis son raisonnement, c'est pareil, islamiste, parce qu'on peut pas enlever le socle idéologique qui te ramène à l'acte, à l'islamisation. Attention, Salamé, c'est pas très propre comme travail, ça.
C'est exactement pareil ce qu'elle va dire. Entre l'extrême droite, l'ultra droite, tu peux pas enlever parce que le socle idéologique de base, c'est truc. Attention, ça l'avait. Après, on va encore me dire, bah ouais, tu t'en prends. Bah non, bah, celle qui tient celle qui fait le truc, donc forcément, je réponds à ses arguments. Celui de l'extrême droite, qui en fait qui est un spectre très large, parce qu'il y a évidemment beaucoup de nuances en fait différentes d'extrême droite, mais à la fin, effectivement, pour certains. C'est faux? Non. Moi, je pense que c'est pas faux, mais je dis juste que le dire comme ça, c'est pas très gauche. C'est pas très gauche, c'est pas très politiquement correct. Ça produit la pire des violences. Et on ne peut pas faire comme si ça n'avait aucun rapport avec tout ce qui s'est passé en ligne, avec tout ce qui s'est passé dans les médias, avec toutes les peurs aussi qui ont été activées chez certaines personnes, avec tout cet imaginaire de la guerre civile, notamment, qui est très mobilisé en ce moment. Et d'ailleurs, il y a un exemple concret que j'ai notamment, je crois, vu dans votre livre, Pierre et Maxime, c'est le Papacito et le rappeur qui avait tenté de monter un truc pour en fait rejoindre cette communauté virtuelle. Dans la réalité, comment ça s'est passé? C'est ça. En fait, assez rapidement, à la fin... Ça, c'était monter une équipe, non? Fin 2016, je crois, le Raptor et Papacito, ils font une émission sur YouTube ensemble qui s'appelle Le Rendez-vous Dissident, où ils invitent la crème de l'extrême droite parisienne à venir déblatérer pendant 3-4 heures. Et ils proposent à leurs abonnés... Il y avait du monde, hein. Si les gens ils retrouvent ces vidéos-là, il y avait The Kairi, hein. Il y avait The Kairi 7-8 hein, dans Le Rendez-vous Dissident, non? Il y avait des gens, hein. Il y avait des gens qui, même aujourd'hui, là, si ça ressortait, ils seraient peut-être en sueur, hein. Moi, j'ai rien enregistré, mais certainement, il y a des gens qui ont tout enregistré. Et en plus, ça se lâchait, hein. De mémoire, ça se lâchait. Ça se lâchait de ouf. Même de l'esquin, je crois qu'il y avait... Chef Otaku. Il y avait Chef. Ah ouais. Il y avait Zach. Arrête des mythos. Ils ont ramené Zach. Non, c'est des mythos. De rejoindre un groupe en fait qui vont monter eux-mêmes, qui s'appelle Monte une équipe, qui serait un groupe affinitaire où les gens se rassembleraient parce qu'ils ont pour faire du sport, mais aussi pour se protéger entre eux. Non, monter une équipe, le projet, je m'en souviens très bien à l'époque, c'était monter une équipe pour aller récupérer les cités. C'était ça le projet. Et on va pas se mytho. À l'époque, c'était monter une équipe pour aller dans les banlieues récupérer nos terres conquises. C'était ça. Je m'en souviens très bien. En vrai, c'était du troll. C'était du troll, mais c'était ça. Parce qu'on vit dans un environnement dangereux. Et... Ah, il y en avait vraiment un avec Zach. Faut retrouver tout ça. Ça m'intéresse. C'est avec Zach. Dommage qu'on ne l'ait pas retrouvé. Ça m'intéresse. Socialiser, s'aider pour les déménagements, enfin, il y a vraiment tout quoi. C'est presque un début de contre-société. Et le projet va capoter parce qu'il faut s'investir, ils le font pas. Ils dénoncent eux pour leur part des pressions de la part des autorités, ça n'a jamais été prouvé. Et ce projet il va être repris par un jeune homme qui s'appelle Lucas Standarowski, qui va reprendre le nom. Non, c'est Crash Test. C'est pas pareil. Rendez-vous Dissident et Crash Test, c'est pas pareil. C'est pas pareil les Crash Test. Le concept et qui va appeler ça Vengeance Patriote. Nous, on va tomber dessus, je crois, en 2021 avec Pierre. On va tomber sur beaucoup de textes qu'ils ont produits, sur des échanges qu'ils ont en ligne, où ils font preuve d'une extrême C'est pas les mêmes formats, les gars. radicalité, d'un racisme extrêmement violent. Dans les paroles, on parle de ratonnade, on parle de violence à l'encontre, enfin de meurtre à l'encontre de personnes racisées. On est vraiment sur un groupuscule qui est d'une extrême radicalité en ligne. Ils font des vidéos où ils s'entraînent au sport de combat dans des parcs parisiens. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'à côté de ce groupe qui s'appelle Vengeance Patriote, il y a tout un écosystème qui a été mis en place sur Internet, dont une boutique en ligne qui s'appelle la Bibliothèque Dissidente. Et sur la Bibliothèque Dissidente, en fait, on peut acheter toute la littérature d'extrême droite la plus violente, dont notamment des ouvrages qui sont interdits en France, comme les carnets de Turner, à cause des appels à la haine et de la radicalité qu'il y a à l'intérieur, mais aussi le manifeste de Brenton Tarrant, le manifeste... Le terroriste. Voilà, le terroriste de Christchurch, qui a tué 51 personnes dans... Sérieux? Ils vendent des trucs de tarés. 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, le manifeste d'Anders Breivik qui a tué plus de 77 personnes à Utøya et à Oslo, et c'est des choses qu'il met en ligne et qui sont sous format à la fois physique, on peut se les faire livrer, c'est imprimé en Inde, c'était alors ça doit pas être de très grande qualité, mais l'Indienne, attends, qu'on va retrouver au l'Indienne, elle était chroniqueuse dans les rendez-vous dissidents, je pensais qu'elle était juste venue une fois, Pravina, ma copine, ma pote Pravina, qui donne plus de nouvelles d'ailleurs, elle me demande ce qu'elle devient, je l'aimais bien elle, hein. De Guillaume Chapeau. Guillaume Chapeau, c'est un militant d'extrême droite radicale limougeot qui va être arrêté pour des projets d'attentat contre une synagogue. Chez lui, on va retrouver des armes, on va retrouver de la propagande de génération identitaire, mais aussi un livre de la bibliothèque dissidente. Donc en fait, il va y avoir... Quand elle avait eu son embrouille avec l'homme d'influence, MDR, elle m'avait raconté un peu, c'était marrant. Crash test, crash test, crash test. Non, vous confondez crash test et RDV dissident, de toute façon, c'est pas grave. À travers D'ailleurs, Standarowski est apparu dans le dossier Waffenkraft, donc ce groupe terroriste monté par un gendarme où il y avait des armes, des kalachnikovs, des fusils à pompe, qui voulaient passer à l'acte, qui avait produit et diffusé des manuels, vraiment, pour les avoir parcourus, on est vraiment sur des modes d'emploi. Est-ce que vous voulez faire tant de morts? Est-ce que vous voulez survivre ou non? Quel est l'équipement qu'il vous faut, etc. Et on l'a retrouvé aussi encore récemment devant notre tribunal, aussi à cause de cette bibliothèque dissidente. C'est-à-dire que la justice reconnaît, il faut le dire, la gravité de ces faits. Bien sûr, oui. Voilà. Mais par contre, c'est
c'est vrai qu'il y a quand même, et tu as tout à fait raison Salomé, il y a une question aujourd'hui de la transversalité et du fait de saisir l'extrême droite dans son intégralité, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Moi, dans le livre, j'essaie vraiment quand même de distinguer. On peut pas dire, et c'est là où c'est complexe, c'est qu'on peut pas dire que c'est la même chose des militants d'extrême droite qui sont dans un parti et des personnes qui vont aller jusqu'à prendre des armes. Ce n'est pas la même chose, mais il y a des points communs dans l'idéologie et c'est cette nuance-là qui est compliquée à aborder. Et en tant que média, c'est super complexe. Au-delà de ça, au-delà des points communs dans l'idéologie, il y a aussi des points communs. En fait, on va retrouver les uns et les autres à différents endroits. C'est-à-dire typiquement quand on retrouve des militants ou des militantes de groupuscules qui sont radicaux, à l'intérieur desquels, quand on est dans ces soirées-là, il y a eu des caméras cachées diffusées. Ça fait noir qu'il avait mis dans la grille, ça veut dire c'est un gamin. Récemment par BFM TV, d'ailleurs rendons-lui grâce, qui vont diffuser des discours qui relèvent du néonazisme. Mais quand on va les retrouver donc collaborateurs de députés du Rassemblement national, quand on va les retrouver à côté sur les réseaux sociaux à produire de la propagande, et quand on va s'apercevoir que cette propagande elle est consommée, en tout cas qu'elle est invoquée comme source et comme référence par des gens qui se préparent à passer à l'action violente, on est au-delà du simple point commun idéologique. Je me permets de recommander quand même ce reportage qui a été fait par BFM TV, parce que c'est vraiment un très très bon reportage. C'est sur, j'essaie de retrouver le titre, je crois que ça s'appelle Ligne rouge l'infiltré au cœur de l'ultra-droite, et ça explique, et ça montre très bien la différence de ces militants entre la manière dont ils vont parler quand ils sont entre eux, où ils ont été infiltrés, là, en l'occurrence par des caméras cachées, où c'est des propos qui sont très ouvertement racistes, néo-nazis, tout ce qu'on veut, et quand ils sont... Et a raison. Par contre, est-ce que si je vais à gauche, voire même des fois à l'extrême gauche, dans les milieux blancs, je vais pas avoir des propos racistes aussi? Je sais pas, ou antisémites. Je pose la question. Parce que on a mis une caméra cachée là, on a vu ce que ça donne. Et tant mieux, j'aimerais bien qu'on mette une caméra cachée chez les autres aussi. Quand ils sont dans leur petit guignets mondains entre eux, ça m'intéresse moi. Face à la caméra, et c'est ça que je trouvais très malin de la part des journalistes, on les a interrogés face caméra, là ils ont des propos beaucoup plus policés, ils vont faire beaucoup plus attention. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de débusquer, et qui n'est pas simple à débusquer, c'est que évidemment tenir des propos racistes c'est juste illégal en fait dans l'espace public, donc ils peuvent pas le faire, mais essayons de quand même être les plus lucides possibles sur ce que nous propose, le monde que nous proposent les personnes d'ultra... Ouais, je me souviens de celui-là ironique. Filtre à droite, extrême droite, en fonction des définitions. J'ajoute juste qu'il faut rendre hommage au journaliste qui s'est infiltré dans ce reportage parce qu'il a fait vraiment un excellent travail, notamment sur les concerts néo-nazis, dans lesquels il s'était aussi infiltré. Et ce sont des espaces, si les gens s'étaient rendus compte qu'il était un journaliste infiltré, il y a des précédents de confrères, on ne va pas donner les noms, parce que probablement que voilà, ça remonte. Mais nous, c'est l'objectif de cette newsletter frontale que Libé, on est 4 à Libération à faire de l'extrême droite, et on produit cette newsletter qui est frontale, qui justement s'intéresse aux 360 degrés de l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'il y a bien cette dimension à la fois 1 de famille idéologique, 2 d'unicité de l'objectif, 3 de répartition peut-être plus ou moins consciente ou conscientisée ou organisée des modes d'action, mais qui au final servent la même cause et la reconnaissance aussi du fait qu'on est une seule et même grande famille. On peut peut-être mentionner aussi le travail de Street Press quand même, qui fait, non mais parce que c'est un média qui travaille, il y en a pas beaucoup en fait, des médias qui travaillent sur l'extrême droite, Street Press qui a produit toute une cartographie aussi de l'extrême droite, et c'est aussi quand on va pouvoir la connaître qu'on va pouvoir documenter le danger que ça peut représenter. Alors, tu touches un point qui est super important, tu travailles sur l'extrême droite, on travaille sur l'extrême droite, à Street ils sont plusieurs à travailler sur l'extrême droite, à Mediapart, à Blas, au Monde, etc. On sera jamais assez, notamment dans tout ce qui concerne l'extrême droite en dehors de sa simple expression politique. Ouais bon, je suis d'accord avec eux, l'influence de l'extrême droite croît de plus en plus, surtout qu'aujourd'hui ils sont limite à la télé mainstream, mais bon, leurs idées sont tellement stupides, mais que tu me diras ça, ils sont quand même capables d'arriver au pouvoir, quelque part ça foutra la zizanie, ce sera le chaos, on pourra tout reconstruire, pourquoi pas. Non bref, c'est tout pour moi.